dans l'état indien du Tamil Nadu, où je suis née et j'ai grandi. On m'a donné un beau prénom Chidambara Kumari. Il est peut-être trop long et difficile à prononcer pour la plupart des personnes ne parlant pas le tamoul, mais il n'en reste pas moins magnifique. Au sein de ma famille, pendant mon enfance, on m'appelait toujours Amai, un surnom beaucoup plus court et facile à dire, courant pour les filles, et qui signifie mère ou déesse. La plupart des filles cessent d'être appelées Amai dès la petite enfance. Mais pour moi, c'est resté. Il n'y avait pas que mes parents qui m'appelaient Amai, mais toute la famille élargie, y compris les tantes et les cousins. Ce seul mot représentait tout pour moi, un symbole d'amour inconditionnel et de soutien. Divers surnoms m'ont également suivi tout au long de l'école et de l'université, trop nombreux pour s'en souvenir. Des décennies plus tard, j'ai croisé une ancienne camarade de classe qui ne parvenait pas à se rappeler mon nom complet, disant qu'elle ne se souvenait de moi que comme de la fille au nom long et bizarre. Je ne m'en plaignais pas. Un jour de février, il y a 2 décennies, alors que j'avais 24 ans, j'ai accepté de rencontrer un mari potentiel originaire de ma ville, qui vivait et travaillait aux États-Unis et était de retour au pays pour une visite. Au cours des années précédentes, on m'avait présenté de nombreux hommes que j'avais refusés après des rencontres avec moi et ma famille. Mais cet homme était différent. Peut-être était-ce sa franchise en m'invitant à prendre part à la discussion qui le rendait plus intéressant à mes yeux. Par le passé, je n'avais pas été autorisée à poser de questions aux maris potentiels lors de nos rencontres. Les aînés des familles discutaient, et je ne répondais que lorsqu'on s'adressait à moi. Mais lui a accueilli mes questions lors de notre entretien de 15 minutes. Il a même souri à ma remarque désinvolte sur le fait que je ne savais pas cuisiner et a dit « J'en sais assez pour nous deux ». J'ai donc accepté de l'épouser, et le mariage fut arrangé. 4 mois plus tard, au début du mois de juin, nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie grandiose, mais profondément personnelle dans la ville de Tirunelveli, notre lieu de naissance, et là où nos familles avaient leurs racines. 2 semaines plus tard, j'ai commencé ma nouvelle vie dans le New Hampshire, à près de 15,000 kilomètres du seul monde que j'avais jamais connu. Pour mon mari, j'étais désormais chez Lama, ce qui signifie chérie, ou très cher, et Amai s'est éloigné dans le rétroviseur en même temps que la patrie que j'avais quittée. Mais j'ai trouvé réconfort et sécurité dans ce nom de Chelama. Chelama, disait mon mari. Où est la télécommande? Chelama, voici ton café. Chelama, Seinfeld. Commence. Viens vite. Chelama est devenue la bande-son de nos vies. Et quelle vie magnifique c'était. Quelques années plus tard, ma propre Ama est arrivée. Notre enfant est né. Suivi de notre fils 2 ans plus tard, dont le surnom était Kannapa. Nous avons réalisé le rêve américain par excellence lorsque nous avons emménagé dans notre propre maison avec un jardin dans le New Hampshire. J'ai toujours cru que mon mari était vraiment tombé amoureux de moi lorsqu'il avait tenu notre premier enfant dans ses bras. Bien sûr, alors qu'il se tenait là, fasciné par son amaï, mes parents sont entrés avec un oreiller supplémentaire pour leur amaï, moi. 28 ans plus tard, en tant que jeune mère, j'étais toujours amaï pour ma famille. Nos soirées étaient toujours marquées par le grincement de la porte arrière qui s'ouvrait et la voix tonitruante de mon mari annonçant son arrivée. « Chez la main! Amei! Canapa! Je suis là !» Il y avait des danses sous l'arrosage automatique pour invoquer Totoro du film, mon voisin Totoro, des histoires du soir qui ne finissaient jamais, des soirées cinéma et des voyages à Disney World, et une musique de fond incessante faite de Chelama. La vie était belle. Jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. En 2017, alors que notre aînée avait 9 ans, elle est tombée malade et a dû être emmenée dans un hôpital de Boston pour être examinée par des spécialistes du cerveau. Un regard sur mon mari m'a suffi pour savoir que nous étions en territoire inconnu. Qu'est-ce que cela signifiait? Allait-elle guérir? Elle ne nous avait pas parlé depuis des jours, et encore moins ouvert les yeux. Après une semaine au Massachusetts General, nous sommes rentrés à la maison, pour ce que je croyais à tort être un chemin vers la guérison. Au lieu de cela, nos journées étaient rythmées par les humeurs de notre fille, qui basculait d'un extrême à l'autre, sans prévenir. Dans notre petite communauté sud-asiatique, les problèmes de santé mentale sont encore tabous, de sorte qu'il n'est pas facile de discuter des filles souffrant de dérèglements émotionnels autour d'un thé.
Mon mari, qui a vu sa fille si douce et drôle se transformer en une préadolescente anxieuse et colérique, s'est retiré de nous et n'est devenu que l'ombre de lui-même. Mais j'avais du mal à prêter attention à mon mariage, car chaque instant de veille était consacré à m'occuper de ma fille et de mon fils. J'ai emmené ma fille en thérapie pour que mon mari et moi puissions apprendre des techniques pour l'aider. Mais comme je l'ai compris plus tard, ce choix a suscité un malaise sourd chez mon mari, qui n'était pas encore convaincu que la thérapie était appropriée pour les enfants. Le silence qui s'est installé entre nous a creusé un fossé que nous ne savions pas comment combler. C'est curieux de voir comment deux personnes peuvent aimer les mêmes films, les mêmes émissions de télévision, la même musique et les mêmes livres, et partager les mêmes opinions politiques, et la même vision du monde, tout en divergeant sur l'aspect le plus important du mariage, la manière d'élever les enfants. Les enfants, et moi incluons mon mari, dans autant d'activités que possible, mais la plupart du temps, nous n'étions que nous trois. La porte arrière a peut-être continué de grincer avec le même son qu'autrefois, mais sans aucun salut tonitruant, car son retour se faisait désormais bien après l'heure de notre coucher. Et le plus grand changement de tous fut de ne plus l'entendre m'appeler Tchelama. Les noms ont un pouvoir, mais seulement quand on les appelle. Je pouvais mesurer la température de n'importe quelle relation à la façon dont on m'appelait. Quand mon père, Appa, utilisait mon nom complet au lieu d'Ammé, je savais qu'il n'était pas satisfait de mon comportement. Aujourd'hui encore, à 44 ans, je reste Amai pour mon Appa de 77 ans. Ce nom ne contient aucun jugement, seulement un amour poli par les décennies. Tandis que Shelama disparaissait lentement, elle n'a été remplacée par rien. Pas au début. Je gardais donc espoir. Je me disais que Shelama se cachait simplement dans l'ombre, et que si je parlais moins et me montrais assez présente pour mon mari, elle reviendrait peut-être. Ce ne fut pas le cas. 3 ans plus tard, au plus fort de la pandémie, Shelama était toujours d'introuvable. Mais la déception était partout, affirmant sa présence par des portes qui claquaient et des silences feutrés. Qu'est-ce qui était le mieux, les portes qui claquent ou le silence? Je ne savais jamais. Après un certain temps, Shelama n'est plus devenu qu'un lointain souvenir. Les portes bruyantes ont été remplacées par des insultes plus bruyantes encore. Après des années sans entendre Shelama, j'ai commencé à me demander ces insultes étaient-elles les seuls noms qu'il me restait? Étaient-elles ce que j'étais devenue? Dans le film tamoul vieux de plusieurs décennies, Sindhu Bhairavi, le protagoniste masculin n'appelle jamais sa femme par son nom. Le film est si dérangeant de sexisme que je n'ai pas voulu retourner le voir pour confirmer, mais dans mon souvenir, le mari traite constamment sa femme d'imbécile ou d'idiote pour son manque de connaissances musicales. Que se passait-il dans sa tête? Se souvenait-elle seulement d'une époque où elle était Bhairavi et non idiote? J'avais soif de savoir comment elle supportait cet effacement. Oui, Shelama n'était qu'une facette de mon identité aux multiples facettes. Pourtant pour moi, sa disparition a été l'aspect le plus douloureux et le plus brutal de la détérioration de notre mariage. Il n'y a pas de mots pour expliquer la douleur d'être invisible pour l'être aimé, alors même que l'on travaille inlassablement à reconstruire une vie brisée. 2 ans après notre divorce, je ressens encore la blessure à vivre des 7 années passées dans notre maison familiale à être ignorée, ghostée, par mon propre mari. Je suis incapable d'expliquer à mes amis pourquoi cela continue de peser si lourdement. La plupart du temps, je suis contente qu'ils ne puissent pas comprendre cette douleur. Chaque semaine, en thérapie, je parle de la façon de combler ce vide en forme de Chelama dans mon cœur. Mais suite à la perte de cette identité, Ama est revenue. J'avais besoin d'aide pour m'occuper de mes enfants en tant que mère qui travaille, et mes parents sont intervenus, venant d'Inde pour des visites de plusieurs mois, et apportant avec eux Amai et tous mes autres surnoms d'enfance et de jeune adulte. Peut-être qu'un jour, les noms que j'ai regagnés pèseront plus lourd, vivront plus longtemps, et aimeront plus fort que les noms que j'ai perdus. Peut-être, juste peut-être, que Shelama ne me manquera enfin plus. Mais même si Shelama ne revient jamais, je trouve de la force en sachant que moi je suis revenue.